tous! Cet octobre, Joss et moi, Sarah, avons décidé de prendre la route en Bourgogne. Nous avons décidé d'y aller parce que j'y ai passé beaucoup de mes vacances étant petite et que je savais que c'était une région riche en nature et en lieux à visiter. Ce fut un très beau voyage et nous sommes ravis de vous emmener avec nous. Il est seulement 8h30, nous partons en route des grottes de Céléron, en Côte d'Or et de leur légende. Salut tout le monde, c'est Sarah et Joss de Nirtrip et aujourd'hui on est parti en trip pendant 3 jours en Bourgogne et on va essayer de vous dénicher des lieux d'exception. Pour commencer, on est à Fontaine-les-Dijon et on a vu sur le bord de l'autoroute un joli endroit qui dépassait un petit peu d'une colline et on s'est dit qu'on allait s'arrêter pour aller voir un petit peu ce que c'était. Le site Saint-Bernard, qui accueille ces deux édifices, doit son nom à Bernard de Clairvaux. Ce fut un saint très important en son époque, connu pour la pratique de la mortification, c'est-à-dire la pratique religieuse qui consiste à s'imposer une souffrance, en général physique, pour progresser dans le domaine spirituel. Je ne s'est pas trompé, c'est vraiment joli quoi. Toujours est-il que le château est magnifique et que son architecture, sans doute de diverses époques, vu les changements drastiques que l'on peut remarquer, émerveillera vos yeux. On dit qu'on aurait peut-être des explications en lisant les panneaux qui avaient affichés à côté des portes, mais en fait je pense que c'est du latin. Au plus grand saint de son siècle, éveilleur de vocation, arbitre des princes et des rois, apôtre de l'unité chrétienne et de la paix par l'intercession de Notre-Dame. En se baladant à l'arrière de l'église, on a découvert des petits escaliers et je pense qu'il y a un chemin qui mène de l'autre côté de la forêt où il y a le village. On voit pas par là parce qu'il y a trop de forêt, mais le village en fait est à peu près par là. Là on peut voir qu'on a ajouté le château et la basilique qui sont ensemble et derrière on a trouvé un petit chemin de forêt qu'on a ajouté également. Voilà, et donc du coup il suffit de cliquer dessus pour par exemple voir où est-ce que c'est. Voilà, avec quelques photos. On allait partir à l'instant de la basilique, on a descendu un tout petit peu dans le village et on est déjà tombé sur un super endroit que Joss s'est empressé de prendre en photo juste à côté du petit lac qu'on voulait ajouter sur Nirtrip. Le GPS nous a fait prendre une route, mais alors impraticable. On peut appeler ça une route. Voilà, on a un peu peur de s'embourber, de mourir, tout ça, on rigole bien. En plus on a regardé mais il y a encore 9 bonnes minutes de route comme ça quoi. Je pense qu'il faut qu'on investisse dans un 4x4. Ouais, c'est ça. Faites des dons pour Nirtrip. Ah non, il n'y a pas de boîte de dons. Bah offrez-nous un 4x4. Hein. Ah bah voilà. Offrez-nous un Tipeee. Ah non, un 4x4. Du coup, on s'est perdu. Voilà, complètement. Bon, en vrai, on s'est pas perdu. À pied. On s'est pas perdu en Non, vrai. il y a des panneaux. Il y a un gouffre et une grotte. C'est parfait. Après les fameuses 10 minutes, nous découvrons alors devant nous le gouffre du Creux Percé. Waouh. Waouh. Non mais waouh. Trop bien. Donc en fait le grillage est ouvert et du coup je suis passée. Je sais c'est pas bien mais je le fais quand même. Ah ouais. Ah ouais. D'accord. Gouffre du Creux Percé. Le premier explorateur de fortune à descendre dans la glacière fut certainement Monsieur Quentin de Pasque qui, ou de Pâques, je sais pas, qui en 1882 y retira le cadavre d'un homme mais fut également décoré pour avoir sauvé 2 personnes tombées dans l'abîme. 10 ans plus tard,
Les 24 et 28 mars 1892, E.A. Martel visite cette avant. Mais il faudra attendre 1910 pour que M.M. Mallard et Pio de Dijon mettent en évidence ce réseau actuel. Oh regardez les amis, c'est incroyable. Venez voir, venez voir, ça c'est... Il n'y a rien, mais c'est fou. Voilà. Je suis un peu deg, mais... Nous du coup, on a été au gouffre du Creux percé par là. Et maintenant, on va enfin voir la grotte de Céléron qu'on attend depuis ce matin, en allant de l'autre côté. Très indiqué, il y a un chemin par là, un chemin par là. Enfin, on peut aller un peu partout, donc on a décidé de continuer sur la direction qui était indiquée et on va espérer qu'on y va. Dans l'endroit où on était juste avant, là, un petit moment, j'ai l'impression qu'on sort, mais j'ai vraiment l'impression en fait qu'il y avait des habitations et qu'il y avait de la vie, quoi. Enfin, je sais pas, moi j'ai senti une énergie vraiment forte et pas négative du tout, vraiment, il y avait, comme s'il y avait eu quelque chose, quoi. Après, c'est vraiment un ressenti perso et totalement faux, quoi. Mais je sais pas, et même Joss a eu l'impression là. Voilà. J'ai eu une impression d'énergie aussi, j'étais en train de prendre des photos et en fait il y a tout un tas de feuilles mortes, mais quasiment comme si c'était qu'à un seul endroit qui s'y sont tombées autour de moi à ce moment. Nous avons eu beaucoup de mal à trouver les grottes. La marche était difficile, à flanc de falaise, les personnes ayant des soucis de mobilité ou aucune expérience pourraient avoir des difficultés à rejoindre le lieu. Surtout que par là où nous sommes passés, impossible de voir la grotte sans scruter méticuleusement la falaise. Parcourir les vallées et les monts, jusqu'aux flots et aux grottes de Céléron. Je pense qu'il y a des oiseaux qui viennent ici et qui laissent leur nourriture. Parce que là, ça, c'est un ver. Parce que la petite grotte, moi, là, exactement juste là, ici, je la vois. Voilà la fameuse grotte de Céléron. Parce que les gens ils ont tagué partout sur les murs. Mais bon, au final, est-ce que c'est pas un petit peu faire comme les hommes préhistoriques finalement? Je sais pas trop. Sentir sur nos visages la joie et le vent, main dans la main, touchant nos rêves grandissants. Découvrir ce monde loin du monde, là où notre seule force est l'envie de combler notre vie. Bâtissant des souvenirs si ancrés que les coques de l'Anester, pour revenir et ne jamais oublier ce qu'est le voyage avec toi, exister. Ok, alors il est 17h, on vient d'arriver sur un site de ruines d'un château, donc pour l'instant on ne les voit pas, donc ça va être la surprise de découvrir. On a eu un petit contretemps sur le chemin, on a trouvé un chien qu'on a récupéré qui était perdu, donc le temps de passer chez un vétérinaire et retrouver son propriétaire. Du coup on a perdu un peu de temps, mais c'est pas grave, on va quand même avoir le temps de faire les ruines qu'il y a ici, et du coup on va aller voir. Calme, presque trop calme. Nous marchons 1 heure sur la crête pour ne rien trouver que quelques ruines et quelques murs. Voilà de nouveau à travers un chemin de forêt. On ne sait pas trop où on va. Il y a ce petit indicateur de ce qu'on voit autour de nous. Du coup, on est donc ici, sur le point au milieu. Et en fait, du coup, ce qu'on a visité tout à l'heure, c'était plus par là-bas, il y avait Chambeuf et tout ça.
C'est plus loin par là-bas en fait. Donc on a quand même déjà traversé pas mal de chemin. C'est joli cette petite terre. On commence à voir des fortifications un petit peu. Alors, on sait pas trop en fait à quoi sont apparentés tous ces petits trous qu'on trouve partout. En fait sur le long de notre chemin, partout il y a des petits trous, enfin des petits, on peut rentrer dedans entièrement, hein, mais des trous comme ça voilà sur la route. Et on sait pas trop ce que c'est, il n'y a plus rien. On voit un peu que c'est fortifié mais est-ce que c'était des tours, est-ce que c'est des puits, on sait pas. On est en train de rentrer, plusieurs raisons. On doit être dans notre Airbnb à 18h30. La nuit commence tranquillement, on sent que le soleil se couche. On n'a plus beaucoup de batterie pour tourner. On est un peu fatigué mais ça va. Et on est un peu déçu parce qu'en fait on n'a pas trouvé ce à quoi on s'attendait en fait en termes de ruines. C'est vrai qu'on voit qu'il y a des chemins, qu'on voit qu'il y a des fortifications à divers endroits. Mais je trouve qu'on voit pas en fait... il n'y a pas de ruines à proprement parler pour moi et il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas ce qu'on attendait quoi. Non, il y a pas mal de fortifications et de pierres et tout ça, mais c'est vrai que ça c'est insignifiant dans le sens où on ne sait pas ce que ça peut être comme ruine. C'est ça, il n'y a pas de panneaux explicatifs ou de trucs comme ça qui disent voilà ça c'était ça. Après, comme je disais, est-ce qu'on est débile et qu'on n'a pas su trouver l'endroit? Ou est-ce que voilà, vraiment il n'y a pas plus que ça et on s'attendait à un truc de ouf parce qu'on a vu une ruine de château? Je sais pas. Là du coup on va redescendre tout doucement, histoire d'être à l'heure et puis on va voir si jamais en passant d'un autre côté de l'église ou autre on arrive à trouver des ruines. Ok, ça tourne. Alors, du coup là on est dans le Airbnb et puis du coup on va faire un petit débrief sur cette journée qui était quand même assez éprouvante hein, l'air de rien parce qu'on a quand même fait pas mal de trucs. Comment tu te sentais Just toi avant de partir? Pas mal d'excitation de découvrir une nouvelle région et de voir... On avait déjà planifié pas mal de choses, donc ouais, pas mal d'excitation de découvrir la région. Un peu pareil, puis j'avais peur de la déception en fait. J'avais trop peur que j'en retrouve rien, que... Mais en fait pas du tout le cas. Ah non, de toute façon, globalement, la région est très belle en fait. Il y a énormément de diversité dans les paysages. Il y a beaucoup de choses historiques en fait. On a remarqué que même en passant devant des trucs un peu qui sont assez insignifiants, en fait, si, il y a beaucoup d'histoire derrière. Au niveau du ressenti après cette journée, je me sens très fatiguée. La voiture, l'air de rien, ça fatigue parce qu'on vient quand même de loin. Beaucoup de marches, beaucoup de crapahutage à droite à gauche. J'ai fait me casser la gueule 25 fois dans la journée, ouais, ça c'est moi. Mais genre moralement, je vais trop bien quoi. Genre c'est trop cool. En plus là on vient de découvrir et tout un bar e-sport, enfin e-sport non, un bar Medfun et tout qui était incroyable, avec un patron qui était trop gentil et plein de trucs trop cool dedans, plein de refs geeks et tout, enfin ouais, c'est ça, c'était trop génial, enfin moi ce genre de rencontres et tout, en plus de passer la journée dans des endroits qui sont magnifiques, mais ça me... C'est ça, ouais. Qu'est-ce que t'attends de la journée de demain Joss? Encore de nouvelles surprises à mon avis, parce qu'on n'a pas fini d'en faire, c'est pareil en fait, on a planifié plusieurs choses, mais je pense qu'en chemin on va certainement encore en découvrir d'autres. Ouais, c'est possible. Et voilà, du coup, on a hâte d'être demain. Ouais, complètement. Bonjour Jocelyn Dionysie. Ça va? Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? On va où? À Lyon. Non. Bah là tout de suite on va pas à Lyon. Oui, on va où là? Il sait plus, il est débile, il sait plus. C'est pas qu'il est débile, c'est qu'il a pas le cerveau connecté. Nous nous levons alors assez tôt pour partir au petit matin vers notre journée numéro 2. Difficile déjà pour nous de se dire que le voyage ne va durer que 3 jours. Nous avions trouvé par hasard la veille au soir, en rentrant au Airbnb, un château semblant être abandonné. Il était magnifique, situé à l'écart de toute autre habitation, au bord d'une forêt, les fenêtres étaient cassées à divers endroits, pas de doute en tout cas sur le fait qu'il ne soit pas habité, du moins en voyant la principale face. Là, on est grave dégoûté parce que c'est pas abandonné, il y a des voitures et tout au bout. On va quand même repasser devant pour que je le filme parce que, il est vraiment trop beau ce château quoi. Il est question du domaine de Montculot-Lamartine. Regardez-moi cette petite merveille. Du coup, en étant devant, on se rend bien compte qu'en fait, là-bas, il y a une partie en fait qui est encore habitée et le reste, c'est vraiment abandonné quoi. Alors, ce matin,
on a été voir un château qui était près de Dijon, là où on l'avait vu la veille. Et tu me fais pas regarder comme ça. Je surveille, c'est tout. Et on a capté qu'il n'était pas abandonné. Il y a une partie en fait qui est encore habitée et donc voilà, c'est juste pas possible. Et voilà. Et en fait là, on est un peu dégoûté aussi parce que juste là, il y a le château qu'on voulait voir, qui est donc un peu plus loin de Lyon. On a fait un peu plus d'1 heure de route de Dijon. Et on peut pas y aller non plus parce qu'en fait, déjà il y a beaucoup de broussailles. Déjà on a galéré à atterrir jusqu'ici pour être aussi près. Et en plus de ça, il y a des bruits d'animaux et tout quand on va par là. Et les petites fourrées comme ça, c'est typiquement les maisons des sangliers, des trucs comme ça. Et moi je fais confiance au ressenti de Joss. Et Joss me dit qu'il le sent pas. Et je suis sûre que si je l'écoute pas, je vais le regretter. Voilà. Donc on va bouger, on va rentrer, et puis voilà. Du coup, à l'instant, on allait partir. Et là, en fait, quand on est passé, on a entendu du bruit. Il y a plein de petites biches, mais je sais pas ce que c'est. Elles étaient vraiment toutes petites, qui sont parties par là en sautillant, quoi. Mais plein. On en a vu, je sais pas, 10, quoi. Enfin, tout comme ça, toutes parties. Et puis là, il y a du caca, des petits cacas d'animaux. Effectivement, d'ailleurs, plein d'animaux. Et on n'a pas très envie de les déranger trop non plus. Voilà. Du coup, on se taille avant de se prendre une biche ou autre. Alors du coup, là il est midi, on voulait faire une pause pour manger et du coup on est toujours sur le chemin entre Dijon et Lyon et on a trouvé en suivant les panneaux qu'il y avait une église du XIIe siècle, donc on a suivi ça, donc on est dans le village d'Ameny et du coup là on vient d'arriver sur l'église et puis on va aller voir ça. Il y a déjà quelques très vieilles sépultures. Déjà dans l'église, il y a une petite Bible en feutre à disposition de tous. Il y avait ce livre. Et c'est pour écrire des mots et tout ça. Et dedans, si on regarde, il y a même des trucs en coréen. J'ai trouvé d'autres langues, genre du cyrillique, j'ai trouvé du japonais et tout. Enfin, il y a vraiment de tout. Alors en fait on vient d'arriver dans un village et il y a presque tout autour de nous qui est abandonné. Donc là en fait c'est une voiture qui est accidentée, abandonnée, on ne sait pas trop. Il y a un espèce d'atelier derrière qui est abandonné. La maison qui est jaune qui suit, elle est à vendre, mais je pense que ça fait très longtemps qu'elle est à vendre parce qu'elle est dans un sale état. La voiture rouge qui est là, on ne sait pas trop non plus. Ensuite si on se retourne de l'autre côté, la voiture grise qui est au milieu, elle est pareil en fait, complètement délabrée, complètement accidentée. Et en fait derrière il y a encore un atelier là, ce que vous voyez en plein milieu, qui est complètement abandonné, même vidé en fait, il n'y a plus de porte presque, il n'y a plus de fenêtres, voilà. Et donc c'est une atmosphère un peu étrange. Bon là il y a de la vie autour, mais tout à l'heure quand on est arrivé il n'y avait vraiment pas de bruit ni personne. Il y avait également la voiture qu'on a découvert quand on s'est garé. Et voilà, c'est très intriguant, très étrange. Ouais, c'est un peu déprimant. On n'arrête pas de trouver des trucs abandonnés. En fait, la région est blindée de trucs qui semblent abandonnés, ou qui le sont vraiment, mais dans des propriétés privées et encore utilisées. Ou des trucs agricoles. Genre, ils ont des maisons abandonnées et du coup, ils mettent une porte de garage à la place de la porte et ils mettent des trucs agricoles, des garages. Et voilà, et donc on n'arrête pas de s'arrêter de faire oh, et ben non. Bah là du coup on avait un gros doute parce que ça paraissait vraiment abandonné. Ah oui. De loin, de près, on a fait le tour, ça semblait vraiment aussi plus de traces de vie ni rien, mais bon, de tous les cas on n'a pas trouvé d'entrée, donc puis même si c'était un urbex on ne serait pas rentré par effraction dans tous les cas, mais du coup c'était, voilà, on a toujours le doute, mais il y a des petites traces de temps en temps qui disent bon, qui nous laissent le doute, on ne sait pas si c'est abandonné. Il y avait un vieux téléphone, vous savez, où il faut tourner pour noter le numéro. Il y avait des vieux objets, c'était plein de toiles d'araignée immenses sur les fenêtres. Tout qui indique que ça peut être effectivement un endroit abandonné, les carreaux cassés sur les fenêtres du haut, enfin vraiment aucun bruit, pas une voiture, rien du tout dans la propriété. J'ai eu un doute parce qu'en fait j'ai vu de la nourriture, j'ai vu un paquet, c'est con, j'ai vu un paquet de pain de mie en fait. Et il était pas périmé, il était normal et je me suis dit
Peut-être il y a encore quelqu'un qui vient de temps en temps mais qui fait pas du tout le ménage, peut-être une personne âgée, j'en sais rien, enfin... Voilà. J'ai trouvé ce truc. C'est quoi ce truc? C'est énorme. Il est énorme le machin. En fait, sur le bord du chemin que l'on avait emprunté, complètement par hasard, Joss m'a fait remarquer qu'il y a un cours d'eau qui produit, comme vous pouvez le voir au milieu de l'écran, exactement le même son que quelqu'un qui nage. Alors du coup on était en route pour repartir sur un autre spot et on a vu un endroit qui était une espèce de grand bâtiment en pierre grise au loin qui était assez gros. En hauteur. En hauteur, voilà, sur les collines, et du coup on a voulu aller voir. Donc d'après la carte et ce qu'on a pu trouver, ça mentionnait un monastère. Et donc là on vient d'arriver, on va essayer de voir ce que c'est vraiment. Ça a plutôt l'air d'être un hôtel avec des chambres, avec quelque chose. Un monastère tout en béton, aux lignes épurées, conçu par José Luis Sert, disciple de Le Corbusier, sorti de terre en octobre 1971. Occupées par des nonnes carmélites, elles y ont créé une véritable ferme où le travail de la terre est vécu comme une école de vie. Les religieuses produisent du beurre, des yaourts et différentes variétés de fromage. Auparavant, elles demeuraient à Chalon-sur-Saône, dans ce qui fut l'un des premiers monastères fondés en France, dès 1610, après la réforme de Thérèse d'Avila. Ce Carmel étant devenu trop exigu, les religieuses échangèrent leurs bâtiments en centre-ville contre une douzaine d'hectares broussailleux en pleine campagne, appartenant à l'évêché d'Autun. Nous sommes alors encore repartis vers notre fameux sanatorium. Et voilà, on l'a trouvé. On va pouvoir rentrer, c'est notre histoire. Mais... Voilà, donc pour le 50e truc, on peut pas rentrer. Donc ouais, sur internet, on a trouvé que c'était vraiment un terrain surveillé et tout pour l'airsoft et tout. Là, il y a un petit panneau qui l'indique, enfin voilà. Et du coup, bah ça fait chier, voilà, c'est le 50e de la journée, on peut pas y aller, on est marre. Ça te fait rire? Non. Voilà. C'est la fin, c'est le désespoir. Allé dans un village qui s'appelle Igé. C'est un petit village à proximité de Mâcon. Et en fait, c'est un village où moi j'ai grandi. Enfin, j'ai grandi. J'y allais vraiment très souvent. On venait tous les étés. Et il y a une personne de ma famille qui a un domaine viticole ici. Donc je connais vraiment bien. Et je voulais absolument venir ici parce que pour moi, c'est un endroit qui est vraiment plein d'énergie, qui est vraiment très ancien et à la fois très vivant. Même s'il ne se passe pas grand chose et qu'il n'y a pas grand... Ben déjà, toutes les maisons qui sont à proximité, c'est des maisons qui sont en pierre, qui sont presque toutes au moins 200 ans. Enfin, c'est vraiment, chaque fois qu'on passait, on voit plein de numéros sur les maisons et tout ça, des dates. Et c'est que des endroits qui sont vraiment très 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 vieux. Il faut savoir qu'ici c'est un endroit qui a été très occupé quand il y avait la guerre et tout ça. Voilà, il y a plein d'histoires, plein de choses. Donc on va visiter, on va voir plein de trucs. Dans l'histoire, on peut retrouver sur Igé qu'en 1789, une révolte paysanne a eu lieu. L'un des seigneurs refusait l'usage de l'unique fontaine convenable du village. Alors, les Igéens et certains villageois d'Azé menèrent ensemble une bataille et saccagèrent le château de leur seigneur. Nous nous arrêtons entre deux rues car Joss remarque une étoile dont la symbolique nous semble étrange sur le clocher de l'église. Alors, après quelques recherches, il se trouve que ce n'est pas une étoile juive, mais l'emblème des compagnons charpentiers qui ont travaillé sur sa construction. Désormais un hôtel 4 étoiles, c'est pourtant ce château qui a été saccagé en 1789 par les paysans. En 1235, Saint-Louis interdit aux seigneurs de construire l'édifice. Ce n'est qu'en 1659, après qu'il soit passé par de nombreux propriétaires, que l'on peut entendre parler de château. Mais fin du XVIIe, on parle de ruine. S'ensuit la révolte des brigands. En 1972, Henri Jadot le restaure et en 1990, Françoise Germont le transforme en le magnifique hôtel qu'il est aujourd'hui. Et moi du coup c'est dans cet endroit-là que j'ai passé une partie de mon enfance. Je venais toutes les vacances, je venais tout l'été, on venait très 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 souvent parce que ça fait partie... En fait, ça appartient à des personnes de ma famille. Alors notamment, en fait, il faut savoir que du coup, c'est un gros domaine. Il avait été découpé en plusieurs parties et plusieurs, en fait, appartenait à plusieurs personnes différentes de la famille. Et moi, je connaissais pas tout. Du coup, je connaissais que la partie où il y avait ma grand-mère. Et en fait, je me rappelle que voilà, moi, j'ai rêvé que donc qu'il y avait, j'ai rêvé d'endroits que je pouvais pas connaître dans le domaine.
Voilà, j'ai été réveillée par des choses et je n'ai jamais su ce que c'était. J'ai entendu mon nom une fois alors que j'étais toute seule dans cet endroit-là. Et en fait, à force de vivre des choses étranges ici, j'ai commencé à en parler à ma maman, à en parler à certaines personnes de la famille, et en fait, tout le monde a vécu des choses étranges dans cet endroit. La première histoire de fantôme de toute ma vie c'était là, et c'était dans le domaine qui est là. Et en fait, là on voit pas d'ici, mais il y a un jardin avec un petit arbre. Et quand j'étais petite, en fait, je jouais dans une vigne qui longe la maison, qui est là pour qu'on voit la maturité des vins et tout ça, enfin des raisins, sans qu'on ait besoin d'aller dans la vigne. En gros, je crois que c'était pour ça. Et en fait, je jouais là, et je jouais avec les raisins et tout, parce que bah, je sais pas, j'étais vraiment petite, j'avais pas 10 ans quoi. Et en fait, je me rappelle, je marchais exactement du coup dans ce sens-là. J'avançais comme ça, et en fait j'ai vu un type qui était au pied de l'arbre, et il n'avait pas de jambes, c'est pas qu'il avait les jambes coupées, juste il n'en avait pas en fait. Et il flottait au milieu de rien sous cet arbre, en le regardant comme ça. Et moi je suis restée bloquée parce que je comprenais pas pourquoi il y avait quelqu'un dans le jardin. Après c'était un domaine où il y avait beaucoup de monde tout le temps, donc sur le coup j'étais pas terrorisée quoi. C'est juste que je l'ai vu, et en fait il s'est retourné, et vraiment il m'a regardé comme ça. Et à ce moment-là en fait j'ai compris. J'ai senti on ne devait pas le voir, il ne devait pas être là et on ne devait pas le voir. Et le truc a disparu, il s'est évaporé, plus rien. Et alors j'étais terrorisée et je suis partie vite courir dans la cour pour voir ma mère et lui dire j'ai vu un truc, il y avait quelqu'un, il y avait un fantôme, il y avait ci, il y avait ça. Ma mère elle est venue avec moi, on a été voir et il y avait bien sûr plus rien. Et voilà, et ça c'était la toute première histoire. En plus des rêves, en plus des bruits que j'ai entendus, des gens, des choses qui m'appelaient alors que l'endroit était complètement vide. D'un tas de choses qui me sont arrivées qui ont été incroyables. Il faut savoir que j'ai connais quelqu'un de la famille qui m'a raconté que dans le jardin, en fait, de la maison, il a vu des gens qui, en fait, il a vu, pas des gens, mais enfin une seule personne, je crois, qui faisait un feu dans le jardin. Et en fait, ils étaient censés tous être ensemble. Je crois que c'était pendant les vendanges. Ils dormaient tous ensemble et tout. Puis il se dit mais pourquoi quelqu'un fait un feu dans le jardin? Et il a dit aux autres, il dit regardez, il y a un type qui fait un feu dans le jardin. Et ils se remettent à la fenêtre tous ensemble, ils regardent et il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de mecs, il n'y avait plus de feu, il n'y avait rien, personne. Alors que lui, il l'a vu, il a senti l'odeur de la fumée, mais sûr de lui quoi. Et là, pouf, disparu. Et des choses comme ça, il en est arrivé, mais des tonnes dans cet endroit. Et c'est pour ça aussi que je pense que quand j'arrive donc ici à IG, vers Domange et tous ces endroits autour, que vraiment je sens quelque chose en fait de très très fort. Je pense que c'est pour ça. Voilà. Voilà pour la petite histoire de fantômes autour de Sarah. Il est aussi important de mentionner qu'à Domange, c'est-à-dire juste à côté d'Ig, se trouve la chapelle aujourd'hui désacralisée Saint-Bénédicte de Domange, c'est-à-dire une chapelle romane du Xe siècle. Elle est aujourd'hui classée monument historique. Dans ce champ, il y a des milliers d'oiseaux. Attends, je vais essayer de sortir. Il y a des milliers d'oiseaux dans ce champ. C'est un truc de malade. Notre ascension est accueillie par la pluie et un épais brouillard, et notre esprit semble englouti par la magie de la forêt. On a trouvé un site sur internet qui parlait d'anciennes ruines druidiques avec des pierres, etc. On est monté très longtemps dans la forêt, c'était super beau, et puis là en fait on arrive à une espèce de tour, on sait pas trop quoi, télé, radio, on sait pas trop, et en fait il n'y a plus rien. On va contourner le site. Et on va essayer de trouver de l'autre côté. En tout cas c'est magnifique parce que il pleut, on est dans les nuages et la forêt est sublime. La pierre de l'écorcherie doit son nom sanglant à sa réputation d'être un lieu de culte druidique. Au milieu d'une forêt enchanteresse se cache, sous la brume calme, un site chargé. Ça se sent, ça se respire, ça palpite sous les doigts au contact de la pierre. Cependant, personne parmi les savants ne sait d'où vient cette pierre.
J'ai lu sur un site internet qu'il pourrait être question d'un lieu de sacrifice, car le couloir, creusé dans la pierre, pourrait être utilisé comme blocage pour les animaux sacrifiés. Ainsi, nous quittons ces contrées verdoyantes pour rejoindre pour la nuit la ville lumineuse de Lyon. L'un des plus beaux villages de France. Ici, vous retrouverez tout ce qu'il y a de plus médiéval. Des habitations en pierre brute, des contours de portes et de fenêtres en bois en passant par les vieilles églises et les ruines çà et là. Rien de plus immersif. Tous les mois de juin, le village accueille 2 jours de fête médiévale que l'on vous conseille, car dans ce décor, cela doit être magnifique. Et voilà, donc là on est à notre dernier lieu et on va arriver donc au barrage du gouffre de l'enfer. C'est vraiment perdu dans la nature. On est dans le parc naturel du Pilat, donc on est vraiment là, on est même en dessous de la Bourgogne en fait. On est vraiment dans le Rhône là, et puis c'est notre tout dernier endroit. Et on est très content parce que c'était vraiment très beau sur le chemin. On sait pas trop où est-ce qu'on se rend, mais on voit des cascades. Donc je disais, on est dans un creux en fait, à combien de mètres d'altitude? 1000, je sais pas combien. Voilà, en fait, la montagne autour de nous c'est 1200 mètres d'altitude. On est passé par tout en haut, donc on a vu des panneaux qui l'indiquaient. Et là, je commence à être essoufflée parce que ça monte beaucoup. Du coup, on est rentré tout en bas et on doit remonter un petit peu pour aller jusqu'au barrage. Voilà. Bonne idée, Sarah vous présente le petit chemin de merde super glissant. Mais ça va plus vite, alors j'avais envie de passer par là. C'est ici que se termine notre road trip. Notre magnifique voyage s'enfuit au fond du gouffre, comme nous enfuissons nos souvenirs dans notre tête. Nous espérons que vous avez vogué avec nous au gré des routes et que nous avons pu vous faire rêver. N'oubliez pas que tous les lieux que nous évoquons, sauf Urbex, sont inscrits sur l'application NIRTrip, téléchargeable gratuitement sur toutes les plateformes. A très bientôt avec NIRTrip!